Bonjour. À la fin de la vidéo précédente, j'ai mentionné trois problèmes de la cosmologie standard censés justifier l'inflation et je vous avais promis de vous expliquer pourquoi il s'agissait selon moi en fait de faux problèmes. Enfin, selon moi, pas uniquement, heureusement, j'ai quelques collègues qui partagent ce point de vue, même s'il est loin d'être majoritaire. Alors, le premier de ces problèmes, c'est celui des monopoles magnétiques. Alors, la question ne traite évidemment pas des monopoles commerciaux ou industriels, et elle relève en fait de la physique des particules. Et oui, si l'univers primordial a connu une transition de phase en raison d'une brisure de symétrie, eh bien alors des défauts topologiques, comme on les appelle, qui sont en fait analogues aux fractures qui apparaissent dans la glace lorsque l'eau gèle, ont nécessairement dû se former. Donc, il y aurait des monopoles magnétiques, donc de dimension zéro, donc des particules hypothétiques, en fait, qui porteraient une charge magnétique ponctuelle, alors au contraire des aimants habituels, qui possèdent deux pôles opposés, un pôle nord, un pôle sud. Mais il y aurait eu aussi des cordes cosmiques à une dimension, alors pas confondre avec des entités du même nom de la théorie des cordes, dont je parlerai une autre fois. Il y aurait également des murs domaniaux à deux dimensions, et tout ça, ces défauts topologiques auraient dû être produits en abondance dans le jeune univers. Or, en fait, on ne voit aucun d'entre eux. Alors, comme l'inflation est censée avoir considérablement dilué la densité de monopoles et autres défauts topologiques sur des échelles spatiales bien supérieures à celles de notre univers observable, il n'y a plus lieu de s'étonner de n'en trouver aucun dans l'univers observable, et donc le tour est joué. Bravo l'inflation. Alors en fait, une explication bien plus plausible, c'est tout ce que ces défauts topologiques n'ont tout simplement jamais existé. Oui, on ignore totalement si une symétrie entre des forces unifiées a été brisée dans le jeune univers, ou même si cela s'est produit, on ignore quand elle a été brisée et si elle a produit des défauts topologiques. Et d'ailleurs, toutes les recherches qui ont tenté de mettre en évidence expérimentale la symétrie de grande unification, GUT, se sont révélées négatives. Alors la motivation initiale ne reste aujourd'hui intéressante que pour des raisons historiques, leur actualité scientifique étant totalement dépassée. Alors, il y a d'ailleurs de quoi être perplexe devant le nombre de récompenses scientifiques de promotion professionnelle qui ont été attribuées à des dizaines de chercheurs qui se sont fourvoyés durant des années dans l'étude de ces fameux défauts topologiques. Alors le second faux problème, c'est celui de la platitude de l'espace. Alors la présumée platitude de l'espace. On l'a vu, une autre conséquence de l'inflation aurait été en fait d'aplanir irrésistiblement l'univers, un peu comme à la surface d'un ballon démesurément gonflé, tend à perdre sa courbure. Alors ceci en fait équivaut à ramener la densité moyenne de l'univers à une valeur extrêmement proche, sinon égale, à la valeur critique. Cette valeur critique, elle est donnée par une formule en termes de ce qu'on appelle le paramètre de densité normalisé, représenté par la lettre grecque oméga majuscule. La formule, c'est tout simplement oméga égale 1. Alors ceci s'accorde bien avec les dernières données observationnelles, selon lesquelles notre univers actuel paraît plat à l'échelle de l'horizon cosmologique, ou alors, s'il possède une courbure spatiale, celle-ci doit être très petite. Ce qui correspond en fait à une valeur du paramètre de densité normalisé oméga, vraiment proche de 1 à moins de 1%. Alors notons au passage que le terme plat, qui est couramment utilisé dans la vulgarisation d'inspiration anglo-saxonne, prête à confusion auprès du grand public en donnant la fausse image d'un feuillet bidimensionnel. Donc il est plus correct de parler d'une courbure nulle. Quoi qu'il en soit, ça ne signifie nullement que l'univers global, au-delà de l'horizon cosmologique, soit de courbure nulle. Ça veut dire en fait que la portion actuellement visible de l'espace est petite devant le rayon de courbure de l'univers. C'est la même situation en fait que sur Terre. La courbure de notre planète, dont le rayon fait plus de 6000 km, n'est pas détectable à l'échelle d'un jardin d'une centaine de large. Voilà. En revanche, elle se manifeste à l'échelle du millier de kilomètres. Bon, mais alors où est le problème dit de la platitude? Eh bien, c'est que dans les modèles de Friedmann-Lemaître, qui servent de base en fait au modèle standard
de la cosmologie, en tant que solution exacte des équations d'Einstein, pour représenter l'univers à grande échelle, eh bien, la courbure augmente nécessairement au cours du temps. Cela implique donc que si la courbure de l'espace est aujourd'hui très proche de 0, c'est-à-dire oméga très proche de 1, eh bien, elle doit avoir été encore beaucoup plus à l'époque où est régnée la grande unification. Et cela à un niveau de précision absolument ahurissant de 10 puissance moins 60. Alors l'inflation, qui lisse fortement toute contribution initiale de la courbure, elle est censée fournir une explication. On va dire, grâce à elle, en fait, la portion observable de l'univers est devenue trop exiguë par rapport à sa taille totale pour qu'une courbure y soit appréciable. Donc l'univers observable actuel nous apparaît nécessairement de très très faibles courbures et donc extrêmement proche, sinon exactement égal à la densité critique. Et une fois de plus, le tour semble jouer. En réalité, en fait, l'inflation n'explique rien du tout sur ce problème-là. Certains cosmologistes ont commencé à s'interroger sur la manière en fait dont la courbure initiale aurait pu être ajustée si finement à une valeur aussi spéciale que 0, étant entendu que tout écart infime aurait produit des effets radicalement différents de ce qui est observé dans l'univers actuel. Alors ça renvoie en fait à ce que je considère comme de faux raisonnements de type anthropique et qui se réclament en fait d'une idée parfaitement métaphysique selon laquelle notre univers aurait été dès le départ miraculeusement ajusté, par qui ou par quoi on se demande, donc ajusté afin de réaliser cette condition de platitude de l'espace, laquelle permet au demeurant, ça c'est vrai, aux êtres humains que nous sommes d'exister. Ben oui, en effet, si la courbure initiale de l'espace n'avait pas été quasiment nulle, elle aurait tellement augmenté au cours du temps que l'univers n'aurait pas eu le temps de former les galaxies et les étoiles grâce auxquelles nous existons. Or, selon les équations normales de la relativité générale, tous les univers paraissent plats à leur naissance. Donc, physiquement parlant, la portion visible de l'univers en un point, elle est en fait bornée par l'horizon cosmologique en ce point. Et il est impossible de sonder l'univers au-delà. Donc, dans les modèles de Friedmann-Lemaître sans inflation, il se trouve que dans les premiers instants, l'horizon en un point est considérablement plus petit que le rayon de courbure de l'espace au même instant, de sorte qu'il est impossible déjà d'en apprécier la courbure, bien qu'elle existe évidemment à plus grande échelle. Et comme tous les modèles d'univers naissent plats à l'échelle de leur horizon sans avoir besoin d'invoquer une inflation, il est absurde de penser que notre propre univers serait exceptionnel à cet égard. Et donc, ce n'est pas le type d'argument qu'un scientifique devrait prendre au sérieux. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, et si ce n'est pas le cas, vous y reviendrez dans la version imprimée de mon livre qui finira bien par apparaître un jour. Alors, le troisième faux problème, c'est celui de l'homogénéité. En fait, c'est une question qui est très liée à la précédente. Elle consiste en fait à comprendre pourquoi l'espace nous paraît si homogène à grande échelle, comme en témoigne le rayonnement de fond cosmologique. Oui, celui-ci est très isotrope, c'est-à-dire sa température est la même dans toutes les directions de l'espace, au 100 millième près. Or, l'expansion du modèle de Friedmann-Lemaître n'a pas été suffisamment rapide pour expliquer comment deux régions de l'univers, aujourd'hui éloignées l'une de l'autre, mais qui ont des caractéristiques très semblables, ont dû donc jadis être en contact, de façon justement à avoir acquis par interaction ces caractéristiques communes. Alors là encore, la réponse la plus habituelle consiste à invoquer l'inflation. De par son caractère exponentiel, l'expansion accélérée qu'elle induit est suffisamment rapide pour écarter deux régions initialement en contact et donc justifier l'homogénéité qui est ultérieurement observée à grande échelle. Alors pour comprendre pourquoi ce problème à nouveau n'en est pas un, il est utile de rappeler quand même comment fonctionnent les modèles couramment utilisés en physique. Ils reposent en fait sur une ou plusieurs équations, sont généralement des équations différentielles, qui nous disent comment un système, par exemple l'univers dans son ensemble, varie d'un point à l'autre de l'espace et d'un instant à l'autre au cours du temps. Alors toutefois, pour calculer l'évolution du système à partir des équations, il faut en connaître les valeurs de départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conditions initiales.
Alors l'homogénéité, l'isotropie de l'horizon cosmologique exige une condition initiale pour notre univers. Et le fait qu'elle soit jugée très particulière, ben, elle se justifierait si cette condition initiale était compliquée, c'est-à-dire au sens où elle mettrait en jeu une grande quantité de paramètres. Or, en fait, cette condition initiale, c'est une température homogène. Ben, c'est pas quelque chose de compliqué, et c'est même extrêmement simple, de sorte qu'il n'y a rien de spécial à justifier. Mais surtout, en fait, surtout, l'inflation ne répond même pas à la question pourquoi y a-t-il eu cette condition initiale? Pour la bonne raison que pour pouvoir démarrer, on a montré que l'inflation nécessite elle-même des conditions initiales extrêmement particulières. Et en fait, elle ne résout le problème de l'homogénéité que si elle suppose le problème résolu dès le départ. Donc l'inflation, c'est donc pas autre chose qu'une condition initiale, pas plus simple ni élégante que la condition de température uniforme, et elle ne l'explique en aucune façon. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros de la mythologie grecque. Alors tout comme pour la question de la platitude, il y a plusieurs autres façons de voir qu'il s'agit d'un faux problème. Alors l'une d'elles, c'est que si l'on remonte suffisamment en arrière dans le temps, sans faire l'hypothèse de l'inflation, bien on aboutit à une époque de l'univers primitif où la matière était tellement dense que les effets de la gravitation quantique étaient dominants. Et qu'est-ce qu'on sait du degré de vraisemblance des conditions initiales dans une théorie de gravité quantique? Eh bien rien. Absolument rien. Alors une autre explication ne met même pas en jeu la quantification de la gravité, mais des modèles, ce qu'on appelle des cosmologies à rebond, sur lesquels je reviendrai plus en détail à la fin de ce vaste chapitre. En fait. Alors par exemple, les problèmes de la platitude et de l'homogénéité sont naturellement résolus dans une théorie qu'on appelle dite d'Einstein-Cartan, sans qu'aucune forme d'énergie répulsive de type inflatoire soit requise. Alors c'est une théorie classique de la gravitation qui a été proposée pour la première fois par le génial mathématicien français Élie Cartan en 1922, qui a été un peu reprise par Einstein et qui a été développée dans les années 1960-70 par Denis Sciama et Tom Keeble. Donc cette théorie, elle étend la relativité générale, elle la généralise, en y incluant un terme supplémentaire dit de torsion. Et ce terme joue le rôle d'une variable dynamique, donc supplémentaire. Et il se trouve que le couplage entre la torsion et la courbure, qui elle caractérise la relativité générale ordinaire, ben, ça évite la singularité du Big Bang, et ça la remplace par un rebond sur une longueur spatiale, toute petite mais finie. Donc l'expansion rapide qui suit ce grand rebond explique alors pourquoi l'univers actuel paraît spatialement plat, homogène et isotrope à grande échelle. Voilà, alors pour finir cette vidéo du jour, je vais vous parler d'une étrange peau de léopard. Alors bien que les promoteurs de l'inflation aient tenté de justifier leur théorie à l'aide d'arguments cosmologiques erronés, il s'est avéré par la suite tout de même que certains modèles d'inflation pouvaient quand même fournir une bonne explication à d'autres problèmes qui, eux, sont bien réels. Alors les modèles inflatoires dits standards prédisent non seulement que l'univers doit avoir la densité d'énergie critique, mais aussi les propriétés statistiques des petites irrégularités de température et de densité présentes dans le rayonnement fossile, qui lui donnent en fait l'aspect d'une peau de léopard. Alors, primo, ces anisotropies, comme on les appelle, doivent être presque invariantes d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'elles montrent toutes à peu près la même intensité sur toutes les échelles angulaires. Alors, secondo, elles doivent être adiabatiques. Et ça veut dire, cette fois-ci, que si les perturbations sont les mêmes dans toutes leurs composantes, c'est-à-dire que ce soit la matière ordinaire, le rayonnement ou la matière sombre qui les constitue, doivent toutes fluctuer à l'unisson. Tertio, elles doivent être gaussiennes, c'est-à-dire que le motif des petites taches chaudes et froides du rayonnement fossile doit obéir à une statistique précise, la plus connue en fait et la plus courante des statistiques. Or, les résultats du satellite COBE,
en 1992, qui ont été suivis des deux missions WMAP et Planck, ainsi que par de nombreuses expériences au sol et en ballon, tous ces résultats ont confirmé que les anisotropies du rayonnement fossile sont bel et bien presque invariantes d'échelle, très exactement adiabatiques et gaussiennes, comme cela avait été prédit par la théorie de l'inflation. Donc, ces prosélytes en ont aussitôt conclu qu'il s'agissait là d'une solide confirmation de l'inflation. Alors ils oublient, ou font semblant d'oublier, deux points clés. D'abord, la théorie générale de l'inflation permet beaucoup d'autres motifs de tâches chaudes et froides, qui ne sont pas du tout proches de l'invariance d'échelle, et qui ont typiquement des variations de température beaucoup plus grandes que la valeur observée. Voilà. En d'autres termes, en fait, l'invariance d'échelle est possible, dans le cas de l'inflation, mais un large écart est également possible selon les détails qui sont parfaitement arbitraires et non physiquement justifiés, que l'on peut imaginer à loisir sur la densité d'énergie inflatoire, c'est-à-dire la forme de la colline. Ensuite, il existe d'autres théories qui sont capables de rendre compte de la structure des rayonnements fossiles sans faire appel à une phase d'inflation. Donc, la peau de léopard, qui est vue par les télescopes WMAP et Planck, ne peut pas être prise comme une preuve vraiment convaincante de l'inflation. Donc rendez-vous pour un prochain épisode sur l'inflation qui risquera de plaire encore moins à ses partisans inconditionnels, c'est-à-dire en fait la plupart de mes collègues cosmologistes.